Chers amis internautes de Séné+, l'émission Nous allons en parler reçoit cette semaine M. Babacar Gaye, porte-parole du secrétaire général national du PDS, secrétaire national à l'orientation, aux stratégies et chargé des réformes. Bonjour M. Babacar Gaye. Bonjour. Bon, vous savez, l'actualité, c'est le Magal de Touba. Lors de la cérémonie officielle, via son porte-parole, le Khalife général des Mourides a fustigé les pratiques corruptives. Comment appréhendez-vous une telle critique si on sait que le dernier rapport de l'ARMP fait état de plusieurs pratiques corruptives liées à la passation des marchés publics? Oui, je voudrais d'abord vous remercier et saluer les téléspectateurs de Séné+, pour m'avoir invité et m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Je voudrais aussi à l'entame évidemment féliciter la communauté musulmane en général et particulièrement la communauté mouride pour la réussite de ce grand Magal de Touba que nous venons de célébrer avec faste, mais toujours dans la rigueur et selon les enseignements de Khadim Rassoul. Le grand Magal de Touba a été toujours une occasion pour le Khalife général des Mourides, à travers son porte-parole ou directement par lui-même, de donner des indications, de tracer un viatique dans le sens de relancer la volonté que nous avons de vivre en commun dans la paix, dans la concorde et selon les règles de l'islam. Si le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, je suppose, pose le problème de la corruption dans notre pays, cela veut dire que ce phénomène dévastateur de notre économie et de notre société, qui est une limite objective de notre développement, est aujourd'hui plus exacerbé. Et sous ce rapport, nous ne pouvons que nous en féliciter, d'autant que Serigne Bass Abdou Khadre, à travers sa voix, exprime l'immense majorité, le sentiment de l'immense majorité des Sénégalais par rapport à cette question. Il appartient évidemment aux uns et aux autres, d'abord au pouvoir public, ensuite aux citoyens, surtout aux fonctionnaires de l'administration publique, du policier au ministre, de prendre en charge cette demande sociale et de lui trouver une solution le plus rapidement possible. Parce que cela va contribuer évidemment à créer les conditions d'une gestion transparente des ressources publiques qui serait, le cas échéant, orientée vers les secteurs les plus arriérés de notre économie, mais surtout pour financer le développement et lutter contre la pauvreté qui aujourd'hui est un facteur limitant de l'épanouissement de nos populations. Il est évident que c'est dans un contexte assez particulier, contexte de publication du rapport de l'ARMP, qui épingle la gestion du régime de Macky Sall à travers ses structures décentralisées, délocalisées, déconcentrées, à travers ses agences, et même là où peut-être on ne l'aurait pas souhaité, au cœur même de l'État, car tous les grands marchés qui ont fait l'objet d'ententes directes, de marchés de gré à gré, l'ont été par la volonté de M. le Président de la République, qui évidemment est au cœur aujourd'hui de la gestion économique et sociale du pays. Donc, si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, dans le cadre de la réduction des comptes, comme il l'avait annoncé, dans le cadre des ruptures
qu'ils ont porté en bandoulière. Ils urgent de traquer ces prévaricateurs et de les juger, s'ils sont coupables, de les condamner. Car en réalité, on ne devrait pas avoir sous notre ciel une justice à deux vitesses, où les vaincus sont traqués, vilipendés, mis en prison de manière illégale, alors que ceux qui sont chargés évidemment de surveiller nos ressources publiques, ceux qui sont chargés de les utiliser à bon escient, font dans la gabegie, font dans le détournement de deniers publics, font dans la corruption. Je pense que ce n'est pas une bonne image que ce régime est en train de présenter du Sénégal. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que saluer l'implication des porteurs de voix comme Serigne Bass Abdou Khadre. Espérons que cet appel sera entendu par les uns et les autres. Bon, est-ce que vous pensez que cela sera suivi des faits si l'on sait qu'aujourd'hui il y a aux côtés du président de la République d'anciens dignitaires de votre régime, de l'ancien régime, qui aujourd'hui sont auprès du président de la République et qui, en toute impunité, participent à la gestion des affaires de ce pays? C'est là que le bas blesse, et c'est en cela que nous ne sommes pas du tout optimistes quant à la prise en charge de cette demande par Macky Sall et son gouvernement. Vous l'avez dit, vous avez touché le problème du doigt, car en réalité, toutes les personnes prévaricatrices avérées sont aujourd'hui dans les sphères du pouvoir et sont aujourd'hui chargées pour les uns de conseiller M. le Président de la République, où ils sont recyclés carrément dans des structures de gestion. Cela pose un problème d'éthique, et cela pose un problème de gouvernance politique, mais surtout, je pense que ce n'est pas un bon exemple pour nous qui sommes dans la politique, car c'est comme si, tant qu'on est agitateur, activiste, tant qu'on est capable de mobiliser des foules pour les embrigader autour d'un projet quelconque, on est absous ou on est immuable, protégé que l'on est par justement le pouvoir central. Cela pose un problème et je pense que c'est nous tous, nous, hommes politiques, les citoyens, mais surtout vous qui êtes les médiums entre justement ceux qui gèrent et ceux qui sont administrés, pour que justement de tels phénomènes soient décriés, dénoncés et s'il le faut, que les citoyens se mobilisent afin que justice soit faite à l'encontre de ces personnes qui hier étaient bannies, aujourd'hui sont chouchoutés simplement parce qu'ils ont rejoint le camp des vainqueurs. Au moment où on dénonce cette corruption à grande échelle, curieusement, l'ONG Transparency sort un rapport où il donne des notes positives dans la lutte contre la corruption à l'État du Sénégal. Comment appréciez-vous cela? Vous savez, Transparency International est un organisme qui effectivement s'occupe des questions de corruption. Cet organisme analyse la perception de corruption, car il n'y a pas de fait avéré, il me semble avoir été dénoncé de manière nette et précise par Transparency International. Qui plus est, vous le savez, celui qui représentait Transparency International ici au Sénégal, ou qui le représente, je ne sais pas si il a entre-temps changé de casquette, et allé à la soupe, et aller au banquet, ce n'est pas justement cet homme-là qui pourrait aujourd'hui favoriser un rapport dans le sens de sanctionner le régime de Macky Sall. De toutes les façons, Transparency International a sa façon de voir les choses, c'est très bien. Peut-être qu'ils ont des outils que je ne maîtrise pas, mais vous-même vous l'avez constaté, le marabout de Touba l'a constaté, le pays est plus corrompu qu'avant. La preuve, les scandales se succèdent et c'est comme si c'est du matin. Et si dans ce contexte, Transparency International délivre un satisfecit au gouvernement du Sénégal, bonjour les dégâts. Bon, restons toujours dans le domaine dans la cour du Khalife général des Mourides.
lors de la réception de la délégation parlementaire, le Khalife a demandé à M. Moustapha Niasse de mettre fin à cette crise qui sévit au sein de l'Assemblée nationale. Comment appréhendez-vous cela dans ce contexte de crise entre la majorité et l'opposition parlementaire? C'est une première. Je pense que c'est inédit que le Khalife de Touba donne autant de directives quant à la gouvernance politique dans ce pays. En général, Seydi Sidi Mokhtar nous a habitués à ne pas s'intéresser aux affaires politiques. S'il estime devoir suggérer au président de l'Assemblée nationale de trouver rapidement une solution à la crise qui secoue l'institution parlementaire du fait de ce régime qui cherche à réduire son opposition à la plus simple expression, c'est parce que l'heure est grave. Il a dû être briefé, il a dû avoir des éléments d'information qui l'obligent à taper sur la table, et ceux qui l'ont soutenu pour l'élection présidentielle de 2012 avaient promis aux Sénégalais des ruptures, surtout dans la gouvernance politique et particulièrement dans l'autonomisation accrue de l'Assemblée nationale. On se rend compte aujourd'hui que la majorité parlementaire sous la conduite de Moustapha Niasse a tout fait pour empêcher à l'opposition parlementaire d'avoir son groupe. Et cela, il est évident que cela ne peut pas se faire sans l'implication ou sans la responsabilité directe du président de la République, qui est le chef de la majorité. Et si le Khalife s'adresse à Moustapha Niasse de cette façon, à travers évidemment ses représentants qui étaient venus participer au Grand Magal de Touba, il est évident que c'est de manière indirecte qu'il dit au président Macky Sall, ça suffit, il faut aujourd'hui régler cette question qui aujourd'hui gangrène notre système politique, car il n'y a pas de raison que le groupe parlementaire de l'opposition ne puisse avoir ne puisse exister. Pourquoi? Le débat s'est posé au plan du droit. J'avoue personnellement que je ne comprends pas que les grands juristes de ce pays n'aient pas dit de manière très claire, nette et précise que le régime, la majorité Benno Bokk Yakaar a enfreint la loi. Cette loi que personnellement j'ai portée sur les fonds baptismaux, que je connais peut-être mieux que quiconque pour en avoir été le géniteur, j'estime qu'il y a énormément d'entorses, d'autant que dans les réformes qui sont advenues au mois de juin ou juillet, non, au mois d'août 2015, il était question surtout de renforcer l'annualité de la constitution des groupes parlementaires en introduisant au sein de l'article 20 un alinéa important qui dit que pour constituer les groupes parlementaires, il faut que pour chaque session, que cela se fasse comme ça se faisait, comme si on constituait le groupe parlementaire dans la première session de la législature naissante. Donc, j'estime que le groupe parlementaire de l'opposition qui est dirigé par la présidente Aïda Mbodj a droit de citer. Sans ce groupe parlementaire, il n'existe pas d'Assemblée nationale. Il n'existe même pas de vice-président ou de membre de bureau, parce que simplement, on ne peut pas élire les membres du bureau sans qu'on connaisse qui est membre de tel ou tel autre groupe parlementaire. Donc, le Khalife général des Mourides, à travers ce message délivré, estime que la classe politique, majorité et opposition, doit s'arrêter, cette classe-là, pour justement mettre le pays dans une perspective de stabilité institutionnelle. Car ça ne sert absolument à rien de continuer cette chienlit ou de vivre dans cette chienlit. Je ne vois pas, moi, comment les députés de l'opposition pourraient siéger à l'Assemblée nationale si on leur refuse un groupe parlementaire. Qui plus est, il aurait suffi que ces membres qui avaient été cités par Modou Diagne Fada dans son groupe parlementaire démissionnent de ce groupe pour que cette assemblée soit constituée uniquement par le groupe Benno Bokk Yakaar. Et ce serait dommage, et ce serait la faute de Macky Sall et de Moustapha Niasse. Pourtant, malgré tout, les travaux à l'Assemblée nationale se passent normalement, malgré en tout
tout cas, malgré la situation de blocage ou bien de sabotage initiée par le cadre de l'opposition, de concertation de l'opposition parlementaire. Aujourd'hui, que comptez-vous faire réellement pour rentrer dans vos droits? L'opposition parlementaire n'a jamais projeté de saboter l'Assemblée nationale. S'il l'avait décidé, cette opposition l'aurait faite parce qu'elle a les moyens de le réaliser et de le faire. Je pense que, comme ça a été dit et confirmé par, je veux dire, l'opinion publique en son entièreté, il existe évidemment des réseaux, des canaux de communication, des bonnes volontés qui se sont impliqués dans ce dossier et qui ont demandé effectivement à ce que le groupe, je veux dire l'opposition parlementaire, sursiste à son programme ou son plan d'action en attendant évidemment qu'on trouve une solution. Nous sommes dans cette perspective sans nous départir évidemment de tous les plans que nous avons élaborés et qui peut-être ne peuvent pas se dire je ne suis pas député, c'est certain. C'est vrai que je suis membre du Parti démocrate sénégalais, mais je sais que évidemment l'opposition parlementaire soutenue par le Front patriotique de défense de la République et de pas mal de citoyens de ce pays sont en train d'élaborer une stratégie afin de recouvrer ses droits. Il ne s'agit que de cela. Il ne s'agit pas de déstabiliser le pays, il ne s'agit pas de créer des conditions difficiles de fonctionnement d'une Assemblée nationale, encore que je ne sais pas ce que veut dire une Assemblée qui fonctionne correctement, une Assemblée nationale où, pendant qu'on examine le budget de l'État du Sénégal, il n'y a qu'une trentaine, une quarantaine de députés sur 150. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'on avait fait partir Maître Abdoulaye Wade. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'on nous avait promis une rupture. Et sous ce rapport, nous sommes en face d'une institution Godillot, dirigée par des autorités affidées au pouvoir central, parce que Moustapha Niasse l'a dit de manière très claire, Macky Sall du ko gën a gore. Ça veut dire quoi? Il est prêt à tout faire pour lui faire plaisir. Et l'élément le plus saillant a été justement cette manipulation de la loi et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je le répète, qui est une loi organique pour restreindre les droits et libertés de l'opposition parlementaire. C'est une catastrophe nationale et je pense que tout le monde, tous les démocrates devraient se soulever, se battre pour ça. Parlons de la crise au sein du PDS. Modou Diagne Fada a été officiellement exclu du Parti démocrate sénégalais. Mais il persiste, il signe en disant que cette décision est nulle et non avenue. D'ailleurs, il compte même organiser un congrès très prochainement. Que comptez-vous faire par rapport à une telle initiative? Bon, nous attendons, comme il l'avait annoncé lui et ses amis, l'organisation, la convocation ou l'organisation d'un congrès après le Magal. Le Magal, c'est depuis quand même quelques jours. Nous attendons comment Modou Diagne Fada, exclu du Parti démocrate sénégalais, en bonne et due forme, pourrait-il convoquer un congrès afin de renouveler les instances supérieures du parti. Sous ce rapport, je voudrais juste faire quelques précisions. Modou Diagne Fada et les frondeurs qui sont autour de lui ne peuvent pas convoquer un congrès pour plusieurs raisons. D'abord, dans nos statuts et règlements intérieurs, il est dit que le congrès ordinaire se réunit tous les 2 ans sur convocation du secrétaire général national ou du bureau politique. Il est possible que le congrès soit convoqué de manière extraordinaire, toujours par le secrétaire général national ou par le bureau politique. Il peut aussi être convoqué par les 2/3 des fédérations, à condition qu'une défaillance de la direction nationale du parti soit constatée. Est-ce que Modou Diagne Fada et les frondeurs disent aux Sénégalais, aujourd'hui, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, a failli? Il faut d'abord qu'il assume cette position. Ensuite, il faut qu'il apporte les preuves de sa défaillance. Deuxièmement, à supposer que la direction du parti est défaillie,
il y a des conditionnalités que Modou Diagne Fada et ses amis ne peuvent pas réunir. Pour convoquer un congrès du parti, il faut fixer le nombre de délégués par département. Et pour le faire, tout le monde sait que c'est sur la base des cotisations, un quitus délivré par le trésorier du parti, et Modou Diagne Fada ne me semble pas aujourd'hui avoir un pouvoir de délivrer des récépissés, en tout cas des quitus, aux fédérations sur la base de leurs cotisations, surtout qu'on n'a pas vendu de cartes. Troisième élément important, le congrès est forcément organisé par le bureau politique. Je ne pense pas que là aussi qu'ils aient les moyens de contraindre le bureau politique à vous convoquer et à mettre en œuvre l'organisation d'un congrès. Vous voyez comment c'est compliqué pour faire un congrès au Parti démocrate sénégalais. Nos textes sont verrouillés depuis l'affaire Serigne Diop. Nos textes sont verrouillés depuis l'affaire Fara Ndiaye. Maître Abdoulaye Wade a sécurisé le parti. C'est un bastion expugnable du point de vue de ces textes. Donc, ce que je demande à mes frères du parti qui sont aujourd'hui autour de Modou Diagne Fada, qui n'est plus membre du parti, de comprendre que l'heure n'est pas encore à une division exacerbée. Les motivations de Modou Diagne Fada ne sont pas les motivations de toutes les personnes qui aujourd'hui réclament une réforme en profondeur du Parti démocrate sénégalais, un renouvellement des instances de base du parti. Si cela ne tenait qu'à ça, j'aurais été le premier frondeur. Parce que je suis pour justement le renouvellement, je suis pour les réformes, je suis pour la réorganisation du parti. Mais nous ne sommes pas en phase ni sur le temps, ni sur l'agenda et les objectifs. Sur le temps, le parti est attaqué de l'extérieur comme de l'intérieur. Il urge qu'on se saigne les reins, qu'on se soude les coudes et qu'ensemble nous organisions la résistance. Et dans ce cas-là, il n'existe pas de possibilité d'engager des réformes parce que ça pousse le parti à se disloquer inutilement. Deuxièmement, sur les objectifs. Ils clament urbi et orbi qu'ils sont pour le candidat Karim Wade. Je ne le pense pas. Ils n'ont posé aucun acte pour qu'il sorte de prison. Parce qu'ils estiment que si Karim Wade reste en prison, ils peuvent constituer une solution alternative. Un plan B. Mais ils rêvent. Le Parti démocrate sénégalais serait vraiment le dernier des partis politiques s'il devait compter sur Modou Diagne Fada et son équipe pour prendre le pouvoir en 2017. Je ne le pense pas. C'est pourquoi je pense qu'il faut... On peut avoir des ambitions, et c'est légitime qu'un homme politique ait des ambitions. Mais il faut éviter d'être prétentieux. Je pense que par moment, certaines positions me semblent être une prétention mal placée. Abdoulaye Wade a fait tout pour nous tous, ne serait-ce que par la formation, ne serait-ce que par la confiance qu'il nous a accordée, ne serait-ce que par le positionnement dans un système qui nous a permis de nous faire connaître, de faire éclore nos capacités, les uns et les autres. Nous lui devons beaucoup plus d'égards pour l'accompagner afin qu'il sorte de la scène politique de manière plus honorable. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a pas une lueur d'espoir pour allant dans l'élargissement de votre candidat à la prochaine présidentielle, je veux nommer Karim Wade, est-ce qu'il n'est pas aussi légitime que des éléments du parti comme Modou Diagne Fada aient des ambitions pour se présenter en une alternative? Il a, je te dis, tous les droits, en tant que militant, le temps qu'il l'était évidemment, d'avoir toutes les ambitions. Mais il ne faut pas faire dans l'hypocrisie. Quand on a des ambitions d'être le représentant du parti pour l'élection présidentielle, on s'affirme. Aïda Mbodj a déclaré que lui, il n'est pas d'accord sur la candidature à l'époque, qu'il voulait que Karim Wade sorte d'abord de prison pour que la compétition soit beaucoup plus juste. L'autre dit, oui, Karim, et je le soutiens en prison, s'il ne sort pas, je suis candidat. Ou bien renouvelons le parti politique sans lui, le Parti démocratique sénégalais sans lui. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, on peut parler d'ambition? Au contraire, c'est un coup de jarnac sur le dos de Karim. Il ne pense pas du tout un instant, il le dit en privé, qu'il le soutient Karim ou il le soutiendrait pour une élection présidentielle. Il travaille pour Macky Sall, c'est évident.
toute personne aujourd'hui qui crée des problèmes au PDS travaille pour Macky. Et Mouridiane Fada crée des problèmes au PDS. Pourtant, il a toujours dit le contraire. Oui, il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de faire. Nous jugeons les gens sur les actes. Et il est temps quand même que les Sénégalais ouvrent les yeux. On ne peut pas être dans un parti politique, aller à l'encontre des décisions du parti politique qui vous a tout donné, et ensuite se prévaloir d'une certaine loyauté vis-à-vis de la ligne du parti. Ça n'a pas de sens. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Il faut que les gens acceptent de s'assumer. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont partis un peu plus tôt, qui pensaient que peut-être ils n'ont plus d'avenir dans le parti, qui peut-être pensaient que ce n'était pas juste comment le parti était organisé, et qui ont pris la responsabilité de quitter le parti et de créer leur propre parti politique. C'est ça qui est honnête de mon point de vue. Mais louvoyer, grenouiller, essayer de manipuler, de noyauter le parti, me semble être une approche qui n'est pas bonne, parce que de toutes les façons, cette approche ne payera pas. Le Parti démocratique résistera à cette crise, et de toutes les façons, nous verrons en 2017, si Karim Wade n'est pas élargi, nous ne le souhaitons pas, et nous nous battons pour que cela ne le soit pas, je pense que nous trouverons une solution politique à hauteur de faire partir Macky Sall du pouvoir en 2017. Bon, aujourd'hui, les Sénégalais sont plongés dans une certaine indécision concernant la tenue de l'élection présidentielle. On ne sait pas si c'est en 2017, si c'est en 2019. Comment vous appréciez vraiment cette situation qui est très indécise? Vous savez, nous sommes juste scandalisés, hein? Même si nous sommes convaincus que les élections présidentielles se tiendront en 2017. Macky Sall ne peut pas se dérober. L'opposition, la société civile, les Sénégalais créeront les conditions pour que ces élections se tiennent à date promise. Et la tenue du référendum? Et là aussi, il est en train de jouer avec le temps. Certainement, il souhaite que Boko Haram ou l'État islamique frappe le Sénégal pour ensuite nous dire oui, nous sommes dans une situation de crise, état d'urgence. C'est envisageable. Absolument. Absolument. Avant que cette crise n'émerge en France et dans d'autres pays, j'avais pensé que pourquoi il ne se décide pas, certainement il attend une situation exceptionnelle pour dire aux Sénégalais, oui, je ne peux pas tenir le référendum, donc les élections se tiendront en 2019. Je ne suis pas loin de cette thèse, de cette hypothèse. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas quand est-ce qu'on va aller aux élections, parce que peut-être lui, il estime qu'il doit aller au référendum. Par moments, ses conseillers juridiques lui disent oui, on peut aussi passer par d'autres voies. Vous comprenez que nous sommes dans un flou entretenu par le président de la République. Je pense qu'il aurait dû, à travers un discours à la nation, comme il l'avait fait en prêtant serment, revenir dire aux Sénégalais, oui, je ferai un référendum à telle date, oui, je voudrais que vous votiez ma proposition de telle sorte que, à telle date, au mois de mars 2017, que nous puissions aller aux élections. Parce que c'est ça que j'avais promis aux Sénégalais et je vais respecter ma parole. Il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il est en train de jouer avec le temps. Un mot sur l'économie. L'actuel budget tourne autour de 3 022 milliards, avec 1048 milliards consacrés à l'investissement. Est-ce un pas important vers la réalisation du PSE? Absolument pas. Vous savez très bien que le PSE était évalué à 11 000 milliards, disait-il, déjà bouclé et dont les financements existaient. Pour la première étape, bien sûr. Écoutez, ils avaient donné des objectifs déjà pour 2015 par rapport au PSE, et je ne suis pas sûr que le PSE ait produit des effets escomptés. Qui plus est, 3 022 milliards, c'est une augmentation de moins de 5% de notre budget par rapport à l'année dernière. Le budget du Sénégal croît en moyenne de 8% par an depuis 1960. Donc, ce n'est pas une performance, au contraire. Par rapport à la progression normale, le gouvernement de Macky Sall n'a pas atteint l'optimum de réalisation d'un budget qui puisse prendre en compte l'évolution de notre démographie et de nos besoins au plan économique. Vous avez dit effectivement qu'il y a
1000 et quelques milliards destinés aux investissements, mais c'est très bien. Mais quelle est la part des recettes internes pour financer les investissements? C'est une question importante. Il ne s'agit pas simplement d'investir pour investir, il s'agit aussi d'avoir une gestion vertueuse des finances publiques, de restreindre certaines dépenses qui ne servent absolument à rien, ou en tout cas qui sont des dépenses de prestige, au profit des investissements. Or, le Sénégal s'endette, continue à s'endetter, devient plus endetté qu'avant qu'on cédait le pouvoir. Et cela me pose un problème très sérieux, alors qu'on avait dit que nous étions trop endettés. Si aujourd'hui on finance notre développement par l'endettement, ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut dire aux Sénégalais la réalité de la situation économique du pays. Qui plus est, un plan émergent ne peut pas se résumer aux propositions, aux projets du gouvernement du Sénégal. Il y a plusieurs facteurs, il y a beaucoup d'indicateurs qui devraient être pris en compte qui ne le sont pas. On ne peut pas être dans un pays où il y a autant de morts dans les hôpitaux, un pays où les enfants vont à l'école, si c'est le cas, dans des cases. On ne peut pas être dans un pays où, pour quitter ici et aller à Baobab, on est obligé de passer par des crevasses et ensuite parler d'émergence économique. Il ne faut pas rêver. Notre système éducatif n'est pas à la hauteur, n'ont pas formé autant d'ingénieurs et surtout de médecins pour justement prendre en charge la ressource humaine et le développement. On n'a pas une capacité de transformation de l'acier. C'est ça qui détermine en réalité le développement d'un pays pour espérer être un pays émergent. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie sont considérés comme des pays émergents. Comment le Sénégal peut-il espérer être à la hauteur de ces pays-là d'ici 30 ans? C'est des rêves. Ensuite, on ne peut pas privilégier des dépenses de personnel de plus de 3 milliards en plus à la prise dans la République seulement et dire aux Sénégalais qu'ils sont en train d'investir pour votre bien. Le budget de la présidence de la République a augmenté de 3 milliards. Et aussi, c'est celui de la primature. Oui, à ce niveau, on peut peut-être considérer qu'ils ont viré les ressources du PUDC. Bon, c'est des dépenses de transfert qu'on ne met plus peut-être, mais pour ce qui concerne la présidence, le nombre de ministres conseillers, de conseillers spéciaux, de ministres d'État, de secrétaires, de chargés de mission a grévé le budget de la présidence à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est une catastrophe. On avait promis une rupture. Absolument, mais c'est le contraire que nous vivons. Pour le dernier point, abordons la rencontre Chine-Afrique. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, qu'est-ce qu'il peut espérer d'une telle rencontre? Mais beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, sauf même si il y a un tassement des investissements de la Chine vers l'Afrique et particulièrement vers notre pays. C'est le président Abdoulaye Wade qui a été l'innovateur dans ce domaine. Il ne faut jamais oublier que c'est lui qui a rompu avec Taïwan pour accepter la main tendue de la Chine, République de Chine. La Chine, par voie de conséquence, a apporté tout son soutien au gouvernement du Sénégal pour être présent sur les grands travaux. Et tout le monde l'a constaté, on ne va pas ici ressasser les réalisations du président Abdoulaye Wade, mais pour l'essentiel, c'est parce qu'il s'était ouvert aux pays du Sud. Il avait modifié les paradigmes de la coopération internationale pour demander aux pays émergents que sont le Brésil, l'Inde, la Chine, d'être de nouveaux partenaires, et l'Iran d'être des partenaires du Sénégal. Ce n'est pas que nous avions cessé d'être des partenaires privilégiés de la France, c'est parce qu'on devait diversifier effectivement nos relations internationales. Et cela nous a coûté ce que ça nous a coûté. Vous savez très bien que si Abdoulaye Wade est parti, pour l'essentiel, c'est dû à la France-Afrique, qui estimait que c'était un homme dangereux pour l'intérêt des Français, l'intérêt du pouvoir occidental et des Européens ici. Et si Macky Sall s'inscrit dans une dynamique de poursuivre la voie tracée par le maître, je ne peux qu'applaudir. De toutes les façons, aujourd'hui, la coopération chinoise, qu'on le veuille ou non, est devenue incontournable, d'abord en Afrique, partout dans le monde. Même les pays européens font tout aujourd'hui
pour avoir avec la Chine d'excellentes relations de coopération, pour leur vendre leurs bateaux, leurs Mirage, pour leur vendre leurs usines, pour la délocalisation de leurs entreprises. Tout ça fait que le Sénégal doit être présent dans le marché chinois, où le Sénégal doit profiter des possibilités d'investissement des entreprises chinoises. Parce que c'est ça qu'on appelle une bonne coopération. Et vraiment, si la Chine décide de faire de l'Afrique son partenaire privilégié, elle ne fait que comprendre les enjeux du XXIe siècle. Abdoulaye Wade dit dans un dessin pour l'Afrique que le seul continent qui reste à développer et qui va sauver le monde, c'est l'Afrique. Voilà, c'était le mot de la fin. Nous recevions M. Babacar Gaye, porte-parole du secrétaire général national du PDS, secrétaire national à l'orientation, aux stratégies et chargé de réformes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.